Et bah ça y est, Sony FX5 enfin là, on l'attendait depuis un petit moment. Elle est partout sur YouTube, je pense que tu n'as pas pu la louper. Moi je me suis amusé à regarder 27 vidéos de tests et j'ai essayé de condenser tout ça. Je suis allé fouiller sur le site de Sony pour voir aussi les petites lignes, qu'est-ce qui était disponible le jour 1 et qu'est-ce qui sera disponible plus tard. Pour info, j'ai pas eu la caméra, hein. C'est juste le retour d'un geek qui est amoureux de caméra et qui a envie de faire un peu le point avec toi et puis de savoir à quoi ça sert vraiment cette FX5. Bon, et puis il faut que je t'avoue un truc, c'est que je suis frustré parce que ça fait quand même un moment qu'on attend une suite à nos caméras favorites et que Sony a répondu, mais peut-être pas avec ce qu'on attendait. Et ça, je ne le sors pas de mon chapeau, hein. Je me suis amusé à auditer 600 commentaires avant la sortie de la caméra et j'ai lancé aussi une IA pour aller fouiller dans les forums pour voir ce que les gens attendaient vraiment de Sony. Donc normalement, à la fin de cette vidéo, tu devrais savoir si cette caméra elle est faite pour toi et puis tu verras que peut-être son plus gros défaut, c'est peut-être son nom. La première question qui me paraît légitime, c'est de se demander qu'est-ce que veulent les utilisateurs de chez Sony. Et c'est pour ça que je me suis amusé à aller fouiller sous les forums, sous les commentaires des vidéos, pour déceler un petit peu une tendance. C'est pas un vrai test, hein, évidemment, mais ça donne une idée de ce que les gens attendaient vraiment de cette caméra. À la suite de cette recherche, est-ce que tu sais quelle caméra les gens attendaient vraiment? C'est pas une surprise, hein, mais à 61%, ils attendaient une FX3 Mark II, à 30% un A7S Mark IV, et à 8% une FX6 Mark II. Et un nouveau modèle, 1%. 1% des gens attendaient un nouveau modèle. Donc en fait, Sony a sorti une caméra que personne ne voulait vraiment. Les gens voulaient une FX3 améliorée. Ils ont sorti autre chose. Bon, est-ce que c'est grave? Bah pas vraiment, hein. Parfois on pense pas vouloir un truc et puis finalement on est content de l'avoir. Mais c'est un choix osé, sachant que la concurrence avait quand même bien avancé et qu'on attendait depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans une nouveauté un peu cool de chez Sony. Ensuite dans ma recherche, je voulais savoir ce que les vidéastes voulaient vraiment comme fonctionnalité clé dans une nouvelle caméra et donc j'ai fait un top 10. Je te les affiche ici ou en description. On va se concentrer sur les 3 premiers, le podium. Sans grande surprise, le filtre ND arrive à 38%. En second, l'Open Gate 35%. Et à la fin, c'est le 32 bits flottant pour l'audio en interne. Ce qui est marrant aussi de ce que j'ai vu, c'est que même si les chiffres sont proches, entre la première et la deuxième position, tu vois 38-35, l'intensité et l'envie n'est pas du tout la même. En fait, le nombre de commentaires qui avaient 200 likes sur Filtre ND versus Global Shutter ou Open Gate ou autre chose, tu avais 20 likes, c'est pas du tout pareil, tu vois. Sur le Filtre ND, les gens achetaient, tu voyais souvent le truc Take My Money. Bon, sur le Open Gate, c'était un nice to have. Mais alors pourquoi Sony n'a pas écouté et n'en a fait qu'à sa tête? Je pense qu'il y a 3 raisons. La Canon C50, le Nikon ZR et le Panasonic S1 II. La concurrence a fait mal et il fallait faire quelque chose. Et on peut même se dire que ça a été précipité puisque la caméra sort, mais comme je vous ai dit, elle n'est pas totalement débloquée de toutes les fonctionnalités tant qu'on n'a pas cette mise à jour logicielle qui arrivera dans 6 mois, 1 an et demi, on ne sait pas encore exactement. Il faut quand même être honnête et dire tout ce que Sony a bien fait dans cette caméra. C'est pas juste une FX3 avec 3 lignes de code en plus, c'est vraiment une nouvelle caméra avec un nouveau capteur, des fonctionnalités sur le papier assez folles. Donc ils ont réussi beaucoup de choses. Et donc le premier gros point fort de cette caméra, c'est le capteur. Sony, ils savent faire des capteurs, c'est eux qui fabriquent la plupart des capteurs. Et là, il est très rapide puisqu'il est empilé. Ça lui permet donc d'avoir très peu de rolling shutter et donc d'éviter d'avoir besoin d'un global shutter. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est très bien pour les panoramiques, quand tu filmes des choses qui vont vite. Si tu filmes, je sais pas moi, un batteur avec des baguettes, tu vas voir que les baguettes elles vont avoir une drôle de forme ou des hélices d'un hélicoptère. C'est plus joli et c'est plus naturel quand ton capteur se lit très vite. Une autre force de cette caméra, c'est sa sensibilité. Sony annonce plus de 15 stops. On a notre ami Gerald London qui s'est amusé donc à le tester sur un Xilla 21. Alors il n'a pas la même méthode que Sony pour faire ses calculs, mais en gros on est entre 11,9 et 14,2 stops selon le réglage, dual gain, ISO, RAW, paro, etc. Je vous mets ici le compte rendu du test. L'autre truc génial donc c'est le dual gain, cette nouvelle fonctionnalité qu'on a dans la FX5 qui te permet de gagner presque 2 stops de plage dynamique. On passe de 12 à 14. Sur le papier c'est génial. Après on perd 2 petites choses, c'est un petit compromis, c'est que tu vas utiliser beaucoup plus de batterie. Je crois que c'est Pile et Face qui parle de 20% de batterie, je sais plus, il faut aller vérifier. Et la deuxième chose, c'est que le rolling shutter, le fait que le capteur lise très vite, et là, forcément, il lit 2 fois en fait. Donc, on va avoir plus de rolling shutter dans ce mode-là. Donc, en gros, Sony te force à choisir entre la vitesse et la dynamique.
Et d'ailleurs, ils l'avouent un peu eux-mêmes puisqu'ils te disent que le dual gain, il est disponible qu'en 30 fps en OpenGate, 60 fps dans les autres modes et pas du tout dispo en Full HD. Un autre point fort de cette caméra qu'on peut pas ignorer, forcément, c'est le triple ISO natif. On avait une marge qui était énorme entre 800 et 12800. Ils ont mis un palier à 4000, et bah c'est génial. Mais j'ai envie de te dire que s'ils avaient mis un filtre ND à la place de ce triple ISO natif, on n'aurait pas été embêté de la même façon et on aurait pu juste voilà, passer à 12008 sans problème et se mettre en auto sur nos filtres ND. Je crois que c'est Gerald London aussi qui va analyser ça et on voit que en fait, quand tu montes à 4000 ou à 12800, tu as un petit peu moins de plage dynamique qu'à 800. Donc on dirait que le vrai ISO natif c'est 800 en gros. Dans les autres trucs qu'il faut bien reconnaître qui sont réussis dans cette caméra, c'est d'avoir autant de possibilités de RAW, surtout du RAW 16 bits. Donc ça t'offre une latitude de fou si tu fais de la publicité, de la fiction, des effets spéciaux, si tu veux faire matcher ta FX5 avec une Burano ou une Venice. Ça c'est super. Et en plus ils ont mis du C1 et du C2, donc des profils compressés de ce RAW. Et le C2 est vraiment très léger. Je crois que c'est Damien Bernal qui a fait un test avec 1 heure de rush en C2. Ça représentait un peu plus de 100 gigas. Ce qui est un peu bizarre, c'est que sur la page de Sony, je crois qu'ils disent que le débit c'est 493 mégabits par seconde et donc sur 1 heure ça devrait faire plutôt 190 gigas. Donc bon, bref, voilà. Ça pour dire que c'est quand même assez léger, c'est proche du XAVC-I qu'on connaît chez Sony. Maintenant, j'aimerais faire juste 2-3 petites parenthèses sur des choses que j'ai entendues donc, dans des vidéos YouTube ou dans des commentaires. Première chose, le RAW et la dynamique. J'ai vu dans certaines vidéos des gens qui disaient que en fait, quand tu filmais en RAW, tu avais plus de dynamique et une plus grande plage dynamique. Le RAW, ça ne t'offre pas ça. Ça t'offre donc la possibilité en post-production d'aller chercher ta balance des blancs, de pouvoir changer ton gamut, mais ça ne va pas te permettre de passer de 14 stops de dynamique à 16 stops de dynamique. D'ailleurs, Gerald London a testé toutes les latitudes et les plages dynamiques de la caméra, et donc en RAW, c'est moins bon qu'en normal. La deuxième chose que j'ai pas mal vue, c'est que le RAW était plus difficile à monter que les autres formats. C'est pas parce que c'est lourd en fait en poids que c'est difficile à monter. Et le dernier truc que j'ai pas mal vu aussi, c'est de dire que la FX5 est forcément aussi bonne que les caméras de cinéma, parce qu'en fait elle hérite du menu de la Venice et de la Burano et qu'elle hérite du RAW de ces caméras-là. Pareil, c'est pas parce que tu as le RAW ou le menu d'une caméra de cinéma que ta caméra est aussi puissante, aussi performante. Il y a le processeur, il y a la science des couleurs, il y a l'optique, il y a le traitement de l'image, il y a 1000 choses qui font qu'une image est une image cinéma ou pas. Et là, on arrive peut-être à ce qui est le plus Sony chez cette caméra, ce qui fait parler, ce qui fait débat, on en voit pas mal dans les commentaires des nouvelles vidéos sur la FX5, c'est une caméra à compromis en fait. C'est que cette caméra FX5, elle est extrêmement capable, mais c'est comme si pour avoir le meilleur de cette caméra, il y avait une petite astérix qui nous disait disponible mais sous certaines conditions. Et c'est extrêmement frustrant. Premier truc simple, l'OpenGate, grosse force de cette caméra, il est disponible mais seulement en RAW pour le moment. Ah mais du coup on a du RAW en interne, c'est génial. Oui, mais du coup tu n'as que la stabilisation standard, tu n'as pas la stabilisation active ni la dynamique. Et tu perds aussi le Clear Image Zoom. Ouais mais tu gagnes le D-Squeeze pour l'anamorphique, c'est génial. Ouais, mais tu perds l'autofocus et l'IBIS. On a un superviseur amovible maintenant. Ouais, mais tu ne peux pas l'utiliser avec la poignée XLR. C'est l'un ou l'autre. On peut filmer en 5K maintenant. Oui, mais que en RAW. On a de la 5K 120 et de la 4K 240. Oui, mais avec un crop d'1,3 pour le 240. Et encore une fois, pas disponible pour le moment, on verra quand. On gagne les menus de la gamme Cine Alta. Ouais, mais à chaque fois que tu vas faire des changements de codec ou de format, tu vas devoir réinitialiser ta caméra et donc rebooter. Et les gens parlent de une vingtaine de secondes de redémarrage. C'est pas du tout une caméra run and gun. Et puis tu as des nouveaux boutons qui sont apparus, mais je crois que tu en as quand même beaucoup moins que sur la FX6. Pareil pour les préconfigurations, j'ai vu qu'avec le bouton FN, en fait, tu avais plus que 6 options de personnalisation, alors qu'avant tu en avais 10. Puis c'est peut-être un détail pour certains, mais tu peux pas faire de photos avec cette caméra, comme la FX3. Et puis tu peux pas shooter non plus à la verticale avec cette caméra sans que l'écran reste figé. Ça sera certainement réglé dans une prochaine mise à jour. Mais ça fait beaucoup de petites choses qui, cumulées, sont frustrantes quand tu as le dernier des derniers modèles. Elle est ultra puissante, mais que tu as l'impression qu'il faut garder la notice à côté de soi pour pouvoir utiliser cette caméra parce que tu ne sais pas ce que tu peux faire, pas faire. Et puis quand il y aura le nouveau firmware, alors il faudra vérifier si vraiment tu peux tout faire ou s'il y a toujours des petits compromis à faire. Ça fait beaucoup de faire. La dernière chose qu'on ne sait pas encore si ça sera réglé dans une mise à jour, c'est le fait que la caméra doive redémarrer en fait à chaque fois que tu vas changer de cadence d'image, que tu changes de format
format, est-ce que tu passes en RAW ou pas. Et donc comme je disais, ces changements nécessitent de redémarrer la caméra pendant 20 secondes. Donc si tu es habitué à aller vite, ça va te pénaliser. Mais si tu as l'habitude de faire de la fiction, en vrai on laisse la caméra tourner tout le temps. Et les caméras de cinéma en général sont lentes à redémarrer. Et c'est pour ça qu'on les laisse tourner. Donc tu ne seras pas choqué dans un cas et tu seras choqué dans un autre. Ah et puis le filtre ND, toujours pareil, mon petit chouchou, mon préféré. Peut-être que toi aussi tu l'attendais. Eh bien on ne l'aura pas dans cette caméra. Et en plus comme ça fait 10 ans que ça existe chez eux, qu'ils l'ont miniaturisé déjà avec la Burano, qu'ils ont réussi à le rendre compatible avec l'Ibis de la Burano, il y avait beaucoup d'indices qui me permettaient d'espérer. Mais non. Après la sortie de la FX5, je suis allé fouiller sur YouTube les commentaires pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Et pareil, il y a 5 grandes tendances qui en ressortent. La place de la FX5 par rapport à la FX3 et la FX6. Le RAW, l'open gate et les codecs, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Le rapport qualité-prix, la qualité d'image, la dynamique avec l'ISO et le filtre ND. Et pour moi, on arrive maintenant au plus gros défaut de cette caméra, qui est son nom et puis sa position dans la gamme Sony. En fait, il nous restait l'A7S IV, mais qui ne peut plus avoir de filtre ND, la FX3 Mark II, qui n'aura pas de filtre ND, et il restait la FX1, FX4 et FX5 comme place. Donc s'il y avait bien une caméra qui pouvait se permettre d'avoir un filtre ND, c'est peut-être la FX5. Mais elle a pris cette place-là. Et elle est un peu mieux que la FX3. Mais alors on verra quand il y aura toutes les mises à jour disponibles. Mais pour le moment, ce n'est pas le jour et la nuit. Et pourtant, il y a plein de compromis. Et elle est plus chère. Surtout que la FX3, maintenant, on la trouve en occasion à 2400 €, j'avais regardé tout à l'heure. Versus là, 6000 €. Bon, c'est quand même, on peut se payer plusieurs FX3 avec une FX5. Est-ce que vraiment ça a mérité d'attendre 6 ans pour ça? Et donc pourquoi mal placé dans la gamme ou mauvais nom? J'ai l'impression quand même que, comme ils disent, maintenant c'est du RAW, on a enfin mis du RAW dans des mini caméras pour aller avec la gamme Ciné, donc le Ciné Alta. Et à ce moment-là, peut-être que le but c'était de faire la première marche pour aller sur Burano et ensuite sur Venice. Sauf que c'est pas du tout le même segment. Il fallait l'appeler cette caméra Riviera, Vienna, je sais pas quoi. Mais pas FX5, parce que là, du coup, elle est placée à un endroit, elle nous gêne pour avoir une FX3 Mark II parfaite, ou une FX5, une espèce d'FX6 plus maniable, plus agréable, dans le sens plus run and gun, un peu plus polyvalente sur les stabilisateurs et tout. On se retrouve avec une FX5 qui a le cul entre deux chaises, quoi. Et si elle voulait vraiment faire du cinéma, pourquoi elle n'est pas avec les Ciné Alta? Et là, tu vois ce que je veux dire? Là, je suis embêté, je suis frustré. Donc c'est sûr que la l'A7S IV, la FX3 Mark II n'auront pas de filtre ND intégré. Mais pareil, je me demande à quel point ils vont pouvoir les faire évoluer, puisqu'ils sont quand même assez proches de la FX5. Est-ce que maintenant la FX5 sera dédiée à l'open gate et au RAW, et toutes les autres caméras n'en auront pas, en dessous je veux dire. Je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir se positionner et je me demande à quoi va ressembler le line-up, la gamme Sony dans le futur. Je serais curieux de savoir si toi tu penses qu'il va y avoir un A7S IV ou une FX3 Mark II. Bon, je pense qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de filtre ND, mais si jamais il y a une évolution, une suite, comment ils vont faire évoluer ces caméras sans pour autant cannibaliser du coup la FX5. Et donc les seules caméras qui pourraient faire un bond en avant sans cannibaliser la FX5, ça serait la FX6 Mark II et la FX9. Et pourquoi pas un modèle entre les deux qui pourrait bénéficier de filtre ND et de vraie évolution. Mais en dessous de la FX5, je vois pas comment tu peux vraiment faire évoluer ça sans que ça soit trop proche de la FX5. Acheter ou attendre, maintenant il faut choisir. J'avoue qu'il y a tellement de choses qui sont censées arriver dans une mise à jour que j'aurais du mal à faire ma précommande là maintenant. Surtout que je l'aurais bien aimé cette caméra, mais comme une caméra B ou C, bref. Et vu qu'elle est très différente, j'ai peur qu'en deuxième caméra par exemple, tu vois, tu t'y perdes un petit peu. Comme c'est pas du tout la même façon de penser, comme il faut attendre à chaque fois pour relancer la caméra 20 secondes à chaque réglage. Je me pose vraiment des questions, j'attends peut-être que c'est des pré-séries et que ces problèmes seront réglés dans les nouveaux modèles, mais c'est vrai qu'elle sort là dans 10 jours, 15 jours, donc je ne vois pas comment ils peuvent régler tous ces problèmes-là en si peu de temps. Et puis après, il y a les mises à jour qu'il faudra attendre. Et surtout, qui a raison? Est-ce que vraiment les mises à jour arrivent en début 2027, octobre 2027 comme j'ai pu le lire, ou même plus tard? Et est-ce que toutes les fonctionnalités seront présentes ou est-ce qu'ils ne vont pas en abandonner quelques-unes sur le chemin? Du coup, moi, je préfère attendre de voir ce qui se passe et puis continuer à filmer avec la caméra que j'ai aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, cette FX5 a l'air vraiment incroyable et je suis curieux de l'essayer. Donc, je vais tout faire pour l'allouer ou me la faire prêter par des amis. Et puis, je ferai peut-être un test pour voir un peu les comparaisons aussi entre A7S III, FX3, FX5, FX6, FX9. Je vois bien un gros truc de comparaison. Donc si ça vous chauffe, dites-le moi. Dis-moi en commentaire si jamais tu achètes cette caméra, pourquoi? C'est quoi la fonctionnalité qui vraiment
te fait dire que c'est cette caméra et pas une autre? Je suis vraiment curieux de savoir et puis comme ça me permettra d'étoffer ma super recherche sur le sujet. Et puis si tu es curieux de savoir ce que j'imaginais dans la première vidéo, clique juste là.